Nous sommes lundi 20 mai 2024 et c'est la première vidéo d'un suivi de culture au jardin vivrier. Et on va faire comme d'habitude, on va regarder culture par culture comment ça se passe. Alors évidemment, ce mois de mai 2024 restera quand même dans les mémoires pour être un mois très pluvieux. Il fait suite à un mois d'avril qui lui-même a été plutôt frais et pluvieux, alors dans une grande partie de la France en tout cas, pas forcément partout. Mais ici, donc dans le Morbihan, c'est très humide. D'ailleurs, les agriculteurs du coin ici ont beaucoup de mal à semer leur maïs en silage. En fait, il y a des parcelles qui ne sont toujours pas semées au 20 mai. C'est très rare. Et donc voilà, ça montre un peu l'ampleur du problème d'humidité des sols cette année. C'est très compliqué d'intervenir puisqu'il pleut en fait quasiment tous les jours. Et ces pluies, en plus, elles ont des impacts aussi, on va le voir, sur les maladies, en fait, puisque les feuillages ne sèchent jamais, donc ça cause quelques problèmes à certaines plantes. Bon, alors on va commencer avec les tomates. Alors elles ont été mises en terre samedi matin, et donc elles se portent bien. Elles ont bien relevé la tête, elles ne sont pas restées flétries très longtemps, puisque lorsqu'on repique une plante, et notamment les tomates ici sont repiquées à racines nues, elles flétrissent un petit peu pendant la journée qui suit. Mais voilà, on a un tel taux d'humidité que les plantes en fait ne sèchent pas, du coup eh bien, elles n'ont pas flétri. Elles ont flétri juste l'après-midi qui a suivi la plantation. Donc pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que c'est une variété sur laquelle je travaille depuis maintenant quelques années, puisque je vous avais fait une vidéo. On en reparlera en cours d'année. Donc l'idée c'est d'avoir une variété résistante au mildiou, réellement. Et justement, cette année, j'ai fait un truc, c'est que j'ai rajouté, ici on voit le feuillage est différent sur celle-ci. Voilà, on a 5 pieds de variétés, on va dire, traditionnelles. Alors il y a par exemple de la noire de Crimée, de la rose de Berne, des choses comme ça. Donc ça, ce sont des pieds que notre voisine fait et qu'elle nous a donnés. Donc j'ai rajouté 5 pieds de ces variétés qui sont sensibles au mildiou. Et ces pieds vont servir finalement de témoins cette année. Si jamais on a une attaque de mildiou, eh bien ces 5 pieds devraient être détruits. Et si jamais j'ai réussi à conserver dans ma variété les gènes de résistance au mildiou, eh bien on sera fixé. C'est-à-dire que en gros, mes tomates continueront de produire et puis celles-là seront complètement grillées par le mildiou, sachant qu'on est cette année en génération F5. Voilà, et que jusqu'à présent, je n'ai pas eu de mildiou sur mes tomates depuis la toute première vidéo que je vous avais faite. Je n'ai jamais perdu mes tomates à cause du mildiou et j'ai toujours cultiver les tomates sans bâche. Donc pour l'instant, il n'y a rien à dire. Vous voyez, je n'ai pas encore installé les fils. Elles seront tutorées sur des fils qui seront accrochés au montant de la structure de serre. Donc là, j'attends un petit peu. Je n'avais pas envie d'avoir les fils qui traînent pendant la plantation. Et puis, je vais certainement revenir, quand la pluie voudra bien s'arrêter, mettre un petit paillage. Alors l'avantage, c'est que comme l'herbe va continuer de bien pousser, je tondrai l'herbe, je laisserai sécher un jour sur le sol, je ratisserai et puis je pourrai pailler en fait le pied des tomates avec du gazon séché. Mais là pour l'instant avec une année pareille, c'était plus intéressant d'enlever le paillage. D'ailleurs on voit là-bas au bout, j'ai retiré ce qui restait de paillage pour que le sol se réchauffe en fait, parce que ce sont des plantes qui ont besoin d'un sol réchauffé. Et puis voilà, ça active un peu la biologie du sol. Donc ce sera paillé plus tard. Alors les patates, elles, on a 4 variétés différentes. Donc on a une ligne de Juliette, une ligne de, on va dire, désirée. Alors on en reparlera de ça, c'est pas tout à fait de la désirée, on en reparlera. J'ai la Charpeau Una et ici j'ai, on m'en avait parlé en commentaire, vous avez été nombreux à m'en parler, la Carolus. Donc il y a 25 plants de Carolus et puis la fin du rang c'est un petit peu des 3 autres variétés. Donc pour l'instant ça se passe bien. J'ai vu qu'on avait quand même un peu de doryphore, donc là il va falloir passer, écraser les doryphores. Le problème encore une fois c'est qu'avec ce temps-là, on n'a pas envie d'aller mettre les pieds parce que le sol n'est pas très portant, on écrase tout, on ne fait pas du boulot. Donc il va falloir trouver une journée un petit peu plus sèche pour aller écraser les doryphores. Alors ensuite on a 5 rangs de mogettes, alors elles sont en train de sortir. Certaines sont déjà sorties ici, certaines sont en train de sortir
et d'autres sont encore en terre. Hein. Si on gratte un petit peu, on doit pouvoir en trouver là, ici. Donc c'est tout juste en train de sortir. Bon, ça devrait bien se passer. On risque d'avoir quand même un petit peu de limaces, mais bon, ça va quand même. Je trouve que la pression limace est moins importante que l'année dernière où on avait eu un temps un petit peu bizarre et on avait eu beaucoup de dégâts de limaces, mais cette année, ça devrait bien se passer. Bon, alors là, on voit un petit piège à campagnol puisque j'ai vu, ici on voit une galerie, j'ai vu un petit campagnol qui tente de pénétrer la parcelle, donc je vais tenter de le piéger. Alors je précise tout de suite pour les personnes un peu sensibles vis-à-vis des animaux, etc. Hein, je précise que les campagnols, je ne les piège que dans mes parcelles cultivées. Hein, d'accord. Les campagnols, ils peuvent vivre dans l'herbe, même ici. Si je vois des galeries, je ne viendrai même pas les piéger ici. J'interdis simplement les campagnols dans les parcelles cultivées. Et donc je ne les laisse pas s'installer, quoi, hein. Je les piège dès que je trouve une galerie et ça fonctionne très très bien. Du coup je n'ai pas de problème de campagnol. Hein, vous voyez là-bas, derrière il y a une prairie et les campagnols, s'ils ont envie d'aller faire leur vie là-bas, ils peuvent y aller. Je ne piège pas les campagnols dans les prairies. Je ne piège les campagnols que dans mon garde-manger en fait. Voilà, je préfère le préciser parce que sur internet on a tout un tas de personnes qui sont un peu déconnectées des réalités et qui ne comprennent pas qu'on puisse piéger un animal. Mais cet animal, il peut me ravager tout un rang de maïs là. Mais je peux vous assurer que le campagnol, s'il cherche, il a largement de quoi manger ailleurs que dans mon jardin. Voilà, il peut aller manger des racines même de pommiers là-bas, des racines, voilà, il peut aller grignoter des bouts de racines s'il a envie. Mais mon jardin, il le laisse tranquille. Alors le maïs est sorti, donc il a été semé, alors j'ai plus la date en tête, je vous l'écrirai dans la vidéo. Alors on voit qu'il est très très serré, alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que justement j'avais peur du problème de limaces cette année à cause de l'humidité, et puis même il ne fait pas très très chaud en réalité, alors là aujourd'hui ça va, mais il y a aussi un problème, c'est que lorsqu'il ne fait pas très chaud, au moment de la levée des maïs, eh bien en fait ça manque de vigueur, ça ne pousse pas très vite. Et moins ça pousse vite et plus ça reste à un stade sensible en fait aux limaces, mais aussi aux pigeons ou aux faisans. Hein. On a déjà eu ici des problèmes de faisans. D'ailleurs ce matin j'en ai entendu un là-bas dans la haie. Et donc moins les conditions climatiques sont favorables au maïs et plus il va rester sensible longtemps à tous ces ravageurs. Donc j'ai sursemé. Mais au final je me rends compte qu'il pousse quand même relativement bien et relativement vite. Et donc je vais avoir un gros travail d'éclaircissage à faire, parce qu'en fait j'avais un petit peu peur des limaces, parce que je voyais déjà des limaces s'attaquer aux pommes de terre. Et alors les limaces sur pommes de terre, c'est quand même très très rare. Tiens, toi je t'ai vu. Hop, voilà. Tu dégages. Donc le dorifort, c'est comme le campagnol, il est interdit de culture. Hein, voilà. Donc je reviens à mes limaces. Je voyais des limaces sur les pommes de terre. Alors là, je me suis dit, oulala, si elles commencent à s'attaquer aux pommes de terre, c'est que vraiment, il doit y en avoir beaucoup, beaucoup, et puis qu'elles ont la dalle. Donc j'ai sursemé. Mais au final, il n'y a pas tant de limaces que ça. Et il y a également un truc important, hein, je vous l'avais déjà dit, ici c'est du maïs population, donc je fais ma semence moi-même. Et l'éclaircissage, c'est un moyen d'éliminer aussi les génétiques un petit peu faibles. Et donc, pendant justement l'éclaircissage que je vais faire, je vais éliminer les plants les plus petits et je vais forcément garder les plus beaux plants. Donc de toute façon, j'ai toujours tendance à semer plus pour faire cet éclaircissage, et ça rentre dans ce qu'on appelle la sélection négative, c'est-à-dire qu'on élimine ce qu'on ne veut pas conserver. Voilà. Et il y a aussi la sélection positive, donc qu'on pratique ici aussi, c'est au moment de la récolte des épis, hein, puisque c'est du maïs pour faire de la polenta, donc on récupère les épis. Et bien au moment de la récolte, on regarde l'épi tout de suite, on regarde le plant, est-ce qu'il tient bien droit, est-ce qu'il est beau, est-ce que l'épi est plutôt bien sec, est-ce qu'il est plutôt avancé, etc. Est-ce qu'il est bien fécondé, est-ce qu'il est complet, est-ce qu'il y a tous les grains sur l'épi. Et donc là, on va mettre cet épi de côté pour faire la semence, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sélection positive, on garde les meilleurs. Et il faut aussi, dans un processus de sélection comme ça, faire de la sélection négative,
et on élimine les pas beaux. Alors bien sûr, avec ce que je viens de dire, ne faites pas d'anthropomorphisme, hein. On est sur du maïs, on est sur un processus de sélection, hein, c'est de l'agriculture, ça fait pour le maïs, je ne sais plus, 10 000 ans ou 12 000 ans, je ne sais pas exactement, je vous mettrai le chiffre. Ça fait voilà, un certain nombre de milliers d'années que les êtres humains pratiquent ça, en fait, et c'est comme ça qu'on est passé de l'ancêtre du maïs au maïs, d'accord, c'est en faisant de la sélection. Donc ne faites surtout pas d'anthropomorphisme avec mes propos. Alors ici, on a une petite zone qui a été paillée. Paillée avec c'est du fumier de veau, mais avec très peu de déjection au final. Et en plus, les cases à veau, elles reçoivent en fait les refus des vaches. Donc en fait, c'est pas de la paille, c'est du foin grossier. Et donc ça a été mis en début de saison. Et puis on peut voir, alors là, depuis ce matin, ils ont un petit peu flétri, mais on voit qu'il y a une pousse de champignons avec toute cette humidité. Donc sur cette petite zone paillée, il y aura des courges, les petites courges. Cette année, je mets les grandes courges ailleurs et j'ai déjà mis en fait les 4 premiers pieds de courgettes. Et j'attends encore un petit peu pour mettre les concombres et éventuellement les melons, mais pour cette année 2024, je pense que les melons c'est un peu foutu parce qu'on n'est vraiment pas en avance, à moins d'avoir 2 mois de canicule derrière, mais j'espère pas non plus. Mais voilà, en gros, on va encore avoir des concombres et des melons. Mais j'attends avant de les planter puisqu'ils sont encore trop petits et voilà, il y a quand même un risque de limaces. Et d'ailleurs, là, on voit que les courgettes sont là depuis 4 jours et ça a légèrement attaqué. Bon, tant que les attaques restent sur le cotylédon et sur la grande feuille, ça ne me pose pas de problème. Le problème, c'est lorsque la limace s'attaque aux feuilles du cœur. Donc ça serait un gros problème puisqu'après, ça ne pousse plus. Mais pour l'instant, vous voyez, en 4 jours, on a finalement des plants qui sont encore beaux. Et c'est pour ça que je me dis que la pression limace n'est pas si grave que ça. Alors on voit que j'avais mis quand même cette année, donc c'est la deuxième fois dans ma vie que j'utilise de l'anti-limace, hein. L'année dernière pour le maïs, hein, je vous avais expliqué parce que j'avais mis toute ma semence et j'avais voulu assurer le coup. Cette année, j'ai sursemé, donc j'ai pas besoin de mettre d'anti-limace. Mais voilà, j'ai assuré le coup en mettant de l'anti-limace, là on voit sur le pourtour. Bon, je pense que ça n'a pas servi à grand chose parce que vu les quantités de flotte qu'on reçoit tous les jours, en fait l'anti-limace le lendemain je le retrouve complètement fondu. Donc je vais arrêter de mettre de l'anti-limace. Mais je pense que voilà, en général, si votre plant de courge n'a pas été déglingué dans les 4 premiers jours après la plantation, c'est que la pression de limace n'est pas si grande. Et voilà, maintenant la plante elle devrait quand même pousser. Voilà, les feuilles du cœur sont belles, ça va pousser. Et puis une fois qu'elle a atteint de toute façon une certaine taille, elle n'est plus sensible aux limaces. Exactement sur le même principe que ce que je vous ai dit tout à l'heure, plus une plante va pousser vite et plus elle va quitter le stade où elle est sensible aux ravageurs. Alors cette année, j'ai ici des oignons pour faire de la semence, pour faire des fleurs et ensuite des graines. Cette année, j'ai mis des oignons donc, que j'avais cultivés l'année dernière. Et c'est une variété qui est vraiment intéressante. C'est l'oignon jaune de Maz ou jaune de Mazé. Alors je ne sais plus, je vous l'écrirai. C'est un oignon, un super oignon de garde. Donc j'en ai fait l'année dernière. Donc le problème c'est qu'on ne les trouve pas en bulbie, hein. Il faut partir de la semence. Vous le trouvez chez différents semenciers. Et on a été agréablement surpris par cet oignon en cuisine, hein, en termes de goût, tout ça, de texture. Il est vraiment bien et il a une conservation qui est incroyable. Et on a eu en plus 0 pourriture pendant la conservation. Et donc cette année, j'ai remis les plus beaux bulbes pour faire de la semence, hein, simplement pour être autonome en semence, puisque c'est un oignon population, quoi, hein. C'est pas un hybride F1, on peut refaire sa semence. Et donc derrière, on pourra avoir beaucoup de semences pour pouvoir faire nos propres plants de cet oignon, qui est vraiment très intéressant, je vous le conseille. Ensuite, on a ici des échalotes. Voilà, un rang plus la fin du rang là-bas d'oignons. Donc les échalotes, ça se passe plutôt bien. Ici, on a notre fameux ail, dont je vous avais fait une vidéo. Alors, la culture s'est très bien passée. On voit que la rouille est arrivée là. On a un foyer de rouille qui a démarré au milieu du rang. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la rouille, on l'appelle la rouille parce que ça ressemble
pas de la rouille, hein, ce sont des pustules orangées comme ça. Et puis c'est un organisme qui va sécher le feuillage en fait. Et puis après, la plante elle ne peut plus grossir, elle ne peut plus pousser. Mais encore une fois, la rouille elle intervient, vous voyez, plutôt en fin de cycle. Et au final, on a déjà de très beaux calibres. On aura du très bel ail quand même. Et puis comme je vous l'avais dit, le plus gros problème de la rouille chez moi, c'est simplement que le feuillage après il est tout moche, il est tout détruit. Et donc je ne ferai pas de tresse d'ail cette année. Mais vous voyez en début de rang, l'ail ici est encore plutôt bien vert, mais on voit que ça arrive, hein. On voit qu'on a des pustules de rouille, donc pareil, la rouille va venir sécher tout ça. Donc ça, vous voyez, ce sont les conséquences d'un printemps très très pluvieux, très humide, mais on s'en sort quand même bien, hein. On s'en sort quand même très bien. D'ailleurs, ici, on va sortir une tête. Bon, il n'est pas énorme, hein. Après celui-là, il était en bout de rang. On a quand même de l'ail. Alors bien entendu, là, les bulbes ne sont pas encore formés. Celui-là, on va le manger en frais. Je vais le laisser là. Alors ensuite, ici, on a une petite parcelle de blé. Alors cette année, j'ai remis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blés. Alors ce sont des variétés qu'on peut qualifier d'anciennes. Et au bout là-bas, on a aussi un seigle, qui est d'ailleurs aussi un seigle population ancien. Donc pareil, hein, on voit que cette année pluvieuse a fait que le blé, il a pas mal de maladies, mais c'est aussi l'intérêt de cet essai, hein, c'est de voir qu'il y a des variétés plus attaquées que d'autres. Voilà, celle-là, elle est plutôt intéressante. Ça, c'est un blé population de la région. Et pour l'instant, on voit également que rien n'a versé. Le seigle a un petit peu versé, on peut aller voir là au pied, mais bon, c'est pas très très grave. Bon, c'est un essai le seigle, hein. Je ne suis pas sûr de continuer. Voilà, on voit qu'il avait un petit peu versé, mais bon, derrière, les tiges sont reparties bien droites. Donc c'est quand même une très jolie plante. Donc là, on est à un stade où l'épi rentre en floraison. Alors j'en ai vu un, voilà, ici on voit, donc là on a les étamines qui sortent, les petits trucs là. Donc là, celui-là, il est en floraison. Et on avait un blé qui était beaucoup plus précoce que les autres. Alors c'était censé être un rouge inversable. Bon, alors oui, il semble être inversable, mais bon, lui par contre, il est quand même bien attaqué. On verra de toute façon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de regarder les maladies des plantes maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le jour du battage, en fait, le blé au fond de ma main. Je veux voir à quoi il ressemble. Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est gros? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. De toute façon, je n'utilise pas de produits de traitement, donc moi, je ne traite pas. C'est justement l'idée de faire des essais comme ça. Eh bien, on voit que la génétique, déjà, elle fait... voilà, il y a des blés plus malades que d'autres. Voilà, tout simplement par la génétique. Et donc c'est en travaillant sur la génétique qu'on peut éventuellement se passer de produits de synthèse. Hein, en agriculture, hein, moi j'en utilise de toute façon pas. Et puis il y a aussi un truc intéressant, c'est qu'avec la hauteur des blés, eh bien, les mauvaises herbes, elles ont quand même du mal, hein. Alors il y en a. J'avais biné un petit peu jusqu'au mois de janvier. Je pense que le dernier binage datait du mois de janvier-février, un truc comme ça. Après j'ai laissé faire parce que ces blés anciens, en fait, ils sont très rapidement très hauts. Avec la parcelle voisine là-bas, donc un blé moderne, hein, d'un agriculteur, quand le blé là-bas fait 20 cm, en fait à la même période, le même jour, celui-là, il fait déjà 45 cm. Donc voilà, ça permet de limiter l'enherbement. Et donc l'idée de ces petits essais, hein, vous le savez, c'est de refaire un jour une grande bande de blé, comme j'en avais déjà fait, mais avec des jolis blés anciens qui me plaisent. Parce que bon, dans la vidéo que je vous avais fait sur le blé, c'est bien, ça a fonctionné, mais c'est un petit peu dommage avec le temps que ça prend en fait de cultiver du blé à la main et de faire toutes les actions autour du battage, etc. à la main. C'est un petit peu dommage quand même de cultiver une variété que le paysan d'à côté fait sur 100 hectares avec un tracteur, hein. Il n'y a pas vraiment de plus-value, c'est un petit peu dommage.
Donc l'idée quand même, c'est d'associer à la fois voilà, le travail manuel à peut-être le fait de travailler sur une variété intéressante, hein, une variété ancienne, qui derrière pourrait peut-être être échangée avec d'autres jardiniers. Voilà, c'est un petit peu la plus-value du truc, c'est de travailler une variété que finalement personne ne travaillerait. Cette année, vous voyez, mes rangs ne sont pas tout à fait bien droits. Et alors là, je vais vous étonner, mais moi, quand je travaille à la main avec mon cordeau, je fais des rangs beaucoup plus droits que ça, hein. Si vous avez déjà regardé mes suivis de culture les autres années, c'est beaucoup plus droit. Et puis aussi, j'utilisais des interrangs de 60 cm. Et alors cette année, j'ai testé un truc, c'est de faire mes sillons avec le tracteur. Donc toujours dans une logique voilà, de se ménager un petit peu. Et au final, en travaillant avec mon petit tracteur, là, mon petit coucou, eh bien ça, ça travaille moins bien que moi, hein, vous voyez, comme quoi des fois on pense que la machine fera des lignes plus droites que l'homme. Eh bien non, pas dans mon cas. Et j'ai un interrang d'environ 50 cm. Hein, j'ai un outil qui me fait 4 rangs d'un coup, espacé de 50, entre 50 et 52 cm. Donc ça c'est nouveau, hein, c'est nouveau. Et puis je vais devoir aussi du coup sur la ligne espacer un petit peu plus mon maïs. Surtout que c'est du maïs grain, je vais laisser au minimum 20 cm entre deux pieds de maïs sur la ligne, voire même 25, avec un interrang de 50, comme ça je vais voir justement cette année, je vais faire différents essais. Je pense que l'interrang de 50 est intéressant pour cette variété-là parce que c'est une variété qui n'est pas très haute et donc qui se salit assez facilement dans l'interrang. Et donc plus l'interrang est étroit et plus rapidement l'interrang est couvert. Donc voilà, à voir comment ça se passe, hein, parce qu'il y a aussi un problème, c'est que en plus en travaillant avec le tracteur, là vous voyez, il y a des endroits ici, on a presque, il y a entre deux passages, j'ai presque seulement 30 cm là entre deux rangs. Alors on va voir comment ça va se passer aussi pour le sarclage, parce que le sarclage, lui, il va se faire à la main comme d'habitude. Et peut-être que 50 cm, ça va me gêner, hein, je vais peut-être tout écraser avec mes pieds. Donc ça c'est un essai, hein, on continue d'essayer. Et c'était pareil ici, hein, les mogettes, elles ont été plantées au tracteur. Alors par contre, les pommes de terre ont été plantées à la main, au cordeau. Et là, vous allez voir, là, on est sur des lignes parfaites, quoi. Voilà, bon, je trouve ça rigolo de se dire que finalement un bonhomme peut travailler plus droit qu'un tracteur. Bon, en même temps, c'est un petit tracteur avec un outil voilà, qui brinque-balle un peu derrière. C'est normal. Bien entendu, les nouveaux tracteurs travaillent aussi droit que moi avec mon cordeau. Et puis pareil, au final, on n'a pas de dégâts de pigeons, voilà, on n'a pas eu d'oiseaux, bah tiens, en voilà un. Mais ce sont peut-être les effaroucheurs qui leur font peur, donc pour l'instant, je n'ai pas vu de pigeons posés dans la parcelle. Bon, et bien voilà, écoutez, je vous souhaite bon courage pour ceux qui connaissent un petit peu la même météo que nous ici, c'est quand même un petit peu chiant. Là, on voit par exemple que le foin, il serait presque bon à faire, mais malheureusement, entre l'humidité qui est dans le sol et puis le fait que de toute façon, on n'a même pas de... Sur les 15 prochains jours, la météo, les prévisions météo ne nous annoncent même pas de soleil, donc là, pour l'instant, le foin va continuer de mûrir. Bon, il va se relever, hein. Là, ici, on a une zone qui est couchée parce que c'est très humide, ça va se relever. Mais le foin est bon à faire. Mais on attend, on attend. D'ailleurs, ce temps, c'est un vrai temps à grenouilles. Et en ce moment, on a les petits bébés grenouilles là, qui sont nés. Et il y en a absolument partout dans l'herbe. Et je pense que si je cherche, je vais en trouver. D'ailleurs, il faut faire très attention là où on marche. Attendez, je vais vous en trouver. J'en ai vu encore ce matin ici. C'est réalisé sans trucage. Ah, voilà, ici. Oula, c'est un tout petit. Où il est? Hop là. Ah, il y en a partout là. Voilà. Donc faites bien attention là où vous marchez en ce moment, puisqu'il y en a partout. Regardez, il y en a une deuxième là, hop, sous le tas de bois.
Alors au moins ce temps pluvieux fait des heureux. Et je vous mets quelques images pour le plaisir des vaches au pâturage, parce que l'avantage quand même d'avoir ce temps-là, c'est d'avoir quand même l'herbe qui pousse. Et du coup, les vaches, elles profitent quand même bien de l'herbe. Et je vous dis à la prochaine.